Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle saison des Mardis des Bernardins. Je m'appelle Adrien Lecoeur et je suis très heureux de vous retrouver et de me retrouver à cette place en alternance une semaine sur deux avec Anne-Dauphine Julien. Alors vous le savez peut-être, le thème ce soir, la fraternité, quel ferment pour notre société. Je vais vous présenter mes 4 invités, mais d'abord je vais laisser la parole à Monseigneur Renaud de Dinchin pour une introduction de cette saison des Mardis des Bernardins et nous aurons ensuite 52 minutes ensemble avec mes 4 invités pour la fraternité, quel ferment pour notre société. Monseigneur, on vous écoute. Bonsoir chers amis. En ouvrant la table ronde ce soir, je voudrais souligner que le thème de la fraternité a été au cœur de démarches qu'ont vécues de nombreux diocèses en France en préparant Diaconia 2013. Servons la fraternité. Et en se rendant en pèlerinage à Lourdes en mai dernier. Quant au diocèse de Paris, c'est un sujet qui est ancré pour la 3e année, puisque nous avons vécu l'année éthique et solidarité, qui a permis aussi un pèlerinage à Lourdes, chemin de fraternité. Et l'an dernier, un colloque ici, la fraternité, une urgence au cœur de la crise. Aujourd'hui, le diocèse de Paris, dans les paroisses, veut souffler sur les braises de la charité, allumer à Diaconia et vivre l'expérience de la fraternité. Nous allons ce soir aborder la fraternité sous 2 aspects. D'une part, il y a cette dimension humaine de la fraternité, la dimension sociale, la fraternité qui est un des 3 termes de notre devise nationale républicaine, la fraternité qui est donc un élément de notre projet social. C'est un socle qui est commun à toute l'humanité. Mais l'autre dimension, c'est la résonance chrétienne de la fraternité. C'est la résonance, la dimension théologale de la fraternité. On est frères parce qu'on est enfant d'un même père. Pour le chrétien, cela a une résonance forte lorsque nous reprenons les mots de Jésus chaque jour dans le Notre Père. Puis nous entendons dans les Béatitudes, Jésus a affirmé « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Ce soir, nous inaugurons la saison des Mardis des Bernardins. Ils sont placés ainsi sous le signe de la fraternité. C'est un signe qui est envoyé. Alors je suis heureux de saluer les téléspectateurs de KTO qui sont associés sur toute la France à cette démarche. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monseigneur. Et nous allons suivre vos conseils sur ces 2 thèmes pour aborder ce grand thème, ce vaste thème de la fraternité. Je commence par présenter mes invités à ma droite. Marie-Vonne Caillot. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une permanente du mouvement ATD Carmonde depuis plus de 30 ans, mère de 5 enfants. Vous avez publié plusieurs livres, dont le dernier, Comme des orpailleurs. Merci d'être avec nous. À ma gauche, ensuite, Jean-Baptiste Defoucault. Bonjour, monsieur. Bonjour. Énarque, vous avez fait partie du cabinet du ministre de l'économie Jacques Delors, c'était sous le gouvernement Mauroy. Vous avez été président de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Et aujourd'hui, vous présidez l'association Démocratie et Spiritualité. Vous aurez beaucoup de choses à nous dire. Vous avez entre autres lancé le pacte civique. Vous allez nous en parler. On aura du temps ce soir. Ensuite, à côté de Marie-Vonne Caillot, Athanas Périfan, qu'on connaît pour la fête des voisins. C'est vous qui avez créé cette manifestation une fois par an. Vous êtes maire adjoint du 17e, présidente de l'association Voisins Solidaires. Donc la Bonsoir. fraternité, vous connaissez bien aussi. Merci d'être avec nous. Et enfin, Martin Choutet, qui travaille dans le domaine social. Vous avez créé l'APA, l'Association pour l'Amitié. Je commence par vous laisser la parole. Dites-nous en quelques mots quel est le rôle de l'APA, comment vous avez créé et surtout quelle a été votre intuition avant cette création. Bonsoir. C'est une initiative en fait assez simple qui part du principe que toute personne a le droit à des conditions de vie dignes et ce qui peut impliquer notamment de vivre dans un logement correct, de vivre aussi avec d'autres. Personnellement, j'étais dans une expérience de travail social, en contact avec des personnes sans domicile fixe, et je partageais avec d'autres le souhait de lancer une aventure un petit peu de vie fraternelle, de vie partagée, voilà, en enlevant beaucoup d'aspects institutionnels, d'aspects
un peu lourd qu'il peut y avoir dans le travail social, et de revenir à des fondamentaux extrêmement simples, qui est d'apprendre à rentrer dans la fraternité parce qu'on le décide, et parce que, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, ou non pas parce qu'on a plein d'amour dans le cœur, mais parce qu'on a envie d'apprendre à aimer, on a envie d'apprendre à se faire proche de personnes qui sont en difficulté. Très concrètement, c'est proposer à des jeunes professionnels comme vous de vivre en colocation avec des personnes en réinsertion ou des sans domicile fixe. Exactement. On vit dans des petits appartements de 6 à 10 personnes, et avec une partie des personnes donc, qui ont eu des parcours peut-être plus marqués par l'exclusion, qui ont pu être sans domicile fixe ou vivre longtemps à l'hôtel ou dans des centres d'hébergement, et d'autres personnes qui n'ont pas cette expérience-là, mais on décide ensemble de faire un peu cause commune et d'apprendre à vivre ensemble au-delà de toutes les différences culturelles, les parcours différents, les âges, les difficultés, les réussites qu'a chacun. Et on apprend à surmonter tout ça et à voir un peu ce qui peut nous rassembler et nous permettre de vivre aussi paisiblement que possible au jour le jour. Ça pourrait être une définition de la fraternité, Marie-Vonne Cailloz, ce que vient de dire Martin? Apprendre à vivre ensemble? Oui, en tous les cas, le vivre ensemble, tout à fait. Et c'est ça dont je pense, nous, on y aspire tous. On a tous ça au fond du cœur. Mais on se rend compte, quand on voit quand même la façon dont on vit, la façon dont la société s'organise, combien c'est difficile. Bon, ça, on va parler de ces difficultés. Athanas Périfan, même question. Votre intuition en créant Voisins Solidaires, c'était il y a combien de temps? Alors la fête des voisins, je l'ai créée en fait en 2000. C'était en 2000, vous savez, on passait le millénaire, tout le monde était plein de créativité, tout le monde en faisait plein de choses. Et en fait, c'était pas une intuition que j'ai eue, c'est d'abord en fait un fait divers triste. J'étais appelé, en fait, j'étais jeune élu et j'étais appelé en fait par des voisins. J'ai découvert une personne âgée qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et je me suis dit, se cache derrière l'épaisseur des murs de nos immeubles, de nos maisons, des détresses qu'on ne voit pas. Et je me souviens, j'avais 25 ans. En descendant, je croise un jeune cadre dynamique qui est rentré du travail, assez marqué par ce que j'avais vu. J'avais vu des morts à la télé, dans les westerns, dans les films policiers. Là, vous voyez un cadavre en décomposition. Je lui parle, en fait. Il habitait depuis 7 ans dans cet immeuble. Il habitait la porte d'à côté de cette personne âgée. Il ne l'avait jamais vue. Et c'est là que nous l'idée de se dire il faut qu'on trouve un prétexte en fait pour aller vers les autres. Souvent dans nos immeubles, les voisins, on dit parfois bonjour, parfois on se connaît pas, on a chacun des rythmes différents. Et que pour moi la fraternité, elle commence bien par là. Mon plus prochain, c'est mon voisin, c'est celui qui est dans la maison d'en face, à l'étage du dessus, 2 mètres au-dessus. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres. Et c'était ça l'intuition de se dire mais on peut pas vivre tout seul. Et souvent c'est normal quand on rentre du travail, qu'on est fatigué, qu'on a une vie qui est pas simple aujourd'hui avec la crise, c'est compliqué. On n'a pas envie spontanément d'aller vers l'autre. On a envie de rentrer chez soi, de se mettre dans le canapé, de prendre un jus d'orange et de lire le journal ou de regarder la télé. Donc, vraiment, il faut trouver des prétextes. La fête des voisins, c'est rien de très intellectuel, c'est un prétexte pour aller vers l'autre. J'espère que beaucoup de personnes présentes et de téléspectateurs y participent. Cette année, la fête des voisins a été célébrée dans 36 pays dans le monde. Et je trouve ça plutôt drôle parce que c'est rien de très intellectuel. La fête des voisins, c'est assez simple. 36 pays, 30 millions de participants en Europe, 7,5 millions en France. Et c'est un début, en fait, car moi, je ne suis pas, comme vous l'imaginez, le président de l'association des alcooliques non anonymes qui aurait décidé qu'on allait tous picoler ce soir-là avec la bénédiction des pouvoirs publics. Non, l'idée, c'est de dire, ce qui est intéressant, c'est ce que produit la fête des voisins, qui agit comme un catalyseur social. Et c'est tout ce qui va se passer après qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a lancé dans la foulée de la fête des voisins, il y a quelques années, le programme Voisins Solidaires. Voisins Solidaires, c'est la suite de la fête des voisins. La fête des voisins, on se dit bonjour une journée, c'est bien. On ne va pas attendre une année pour se reparler. Comment tout au long de l'année, on arrive à créer les petits services, l'entraide, la solidarité entre voisins. Et le credo qui est le mien est de se dire, et c'est cette intuition, qu'aujourd'hui la solidarité, on parle de fraternité, la solidarité est un des aspects de la fraternité, devrait reposer en fait sur 3 piliers. Le premier, c'est la famille, bien évidemment, sauf que l'espace familial se réduit, on est 2 générations, parfois elle se fragilise. Deuxième pilier, c'est l'institution, la solidarité collective, organisée, on paye nos impôts, et c'est très bien, on a un système de protection sociale en France qui fonctionne. Et le 3e niveau, qui est complémentaire des 2 premiers, est cette solidarité spontanée de proximité, de voisinage. Voilà. Et si on arrive de manière complémentaire à faire travailler ensemble ces 3 piliers, on va être plus efficace. Sachant que la famille, quand on a beau être un bon fils, quand votre père Alzheimer il est à Marseille et que vous travaillez à Lille, pas facile d'être solidaire. L'institution, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est pas aujourd'hui qu'on va mettre des milliards d'euros en plus sur le lien social. Et on n'est même pas sûr que ça serait vraiment efficace. Donc le 3e niveau, celui du voisinage, la proximité, il y a des gisements inexplorés de solidarité dans ce voisinage. Ça coûte rien, ça serait dommage de se priver. Jean-Baptiste Defoucault, je me tourne vers vous. La solidarité, une partie de la fraternité dont tu as parlé, dont tu as essayé de définir, qu'a essayé de définir Athanas Périfan. Vous êtes d'accord? C'est un peu ce que vous avez fait aussi, avec, en prenant des proches tout de suite pour les aider à sortir de la précarité? Oui, je crois que on ne peut plus se contenter d'avoir un système institutionnel qui organise la solidarité dont on se désintéresserait.
Et donc je pense effectivement que les 3 piliers que vient de dire Athanas Périfan sont tout à fait complémentaires. Moi, pratiquement, je suis venu à cette question de la fraternité de manière un peu imprévue. Je crois que d'ailleurs, chacun a à construire son parcours de fraternité, parce que c'est un mot un peu général, un peu abstrait. Il faut arriver à lui donner un contenu concret. Et je dois dire que moi, c'est la question du chômage qui m'a perturbé. Je dirais, c'est une approche d'une certaine façon presque politique ou civique dans les années 84-85, avec un certain nombre d'amis qui réfléchissaient aux relations entre spiritualité et politique. On a été tout d'un coup frappé de l'importance de la montée du chômage dans notre société. Le sentiment qu'on n'allait pas pouvoir résoudre cette question collectivement de manière facile et efficace. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose de concret. C'est un peu la même idée, c'est au fond, la fraternité, ça commence quand on casse une distance. Voilà. Quand il y a une distance, on dit mais cette distance ne doit pas exister. Et on s'est aperçu qu'il y avait une grande distance entre les personnes en recherche d'emploi. À l'époque où on a créé Solidarité Nouvelle face au chômage, il n'y avait pas de RMI. Il y avait des personnes qui, au-delà de quand leur indemnisation du chômage était terminée, n'avaient rien, absolument rien. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Et on est passé par un certain stade d'organisation quand même. Parce que je pense que la fraternité, qui est quelque chose de sensible, auquel il faut qu'il y ait du cœur, il faut qu'il y ait de l'attention, de l'écoute, ça passe quand même par un peu d'organisation, surtout face à un problème comme celui du chômage, qui semble nous dépasser, pour lequel on a tous des explications un peu simples, pour lesquelles voilà, on se dit « oh là là, je n'y peux rien, ça me dépasse, c'est pas mon problème ». Eh bien, on a réussi à trouver quelque chose qui, si je le dis très vite, repose au fond sur un partage de temps et un partage de revenus. Donc notre organisation, ça consiste à créer des groupes de solidarité de 10-15 personnes qui mettent à disposition des personnes en recherche d'emploi un binôme de 2 personnes qui accompagnent les personnes en recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'ils les rencontrent régulièrement pour échanger avec eux, les écouter, parler de leur chômage, de leurs difficultés, parce que ce qu'on a découvert, c'est à quel point une personne en situation de chômage a peu d'interlocuteurs avec qui elle puisse parler calmement, sans but immédiat, de manière désintéressée de son chômage. Donc voilà, on monte en place, tout ça est bénévole, c'est sans limite de temps. Les accompagnateurs se retrouvent tous les mois dans un groupe qui régule, au fond, ces phénomènes d'accompagnement. Il y a des formations qui complètent. Et puis quand les personnes ne trouvent pas de travail, parce que il n'y a pas de travail pour tout le monde et donc il faut créer des emplois pour les personnes qu'on accompagne. Grâce aux revenus que l'on collecte, parmi les donateurs qui sont accompagnateurs ou donateurs extérieurs, nous subventionnons l'embauche des personnes que nous accompagnons dans une association pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, le temps qu'ils... Voilà. Donc un partage de temps, partage de revenus, initiative en commun, coopération. Et alors, c'était 2 choses qu'on a vraiment découvertes qui sont importantes. C'est à quel point les personnes au chômage vivent un déficit de fraternité. Le monde s'efface. Voilà. Leur relation avec leurs proches se dégrade. Eux-mêmes, ils ont des difficultés avec le monde extérieur. Et donc, le lien social se dissout au moment où il devrait se renforcer. Voilà. Il y a une espèce de mécanique diabolique. Si je reprends les propos de chacun, entre Martin qui a développé la fraternité avec... sans domicile fixe, Athanas avec des voisins isolés, vous-même avec des personnes au chômage. Très varié, très varié. À chaque fois, on se rend compte que c'est une relation qui s'est créée avec une personne, c'est vraiment des relations humaines. Et je reprends la question de Jean-Baptiste Foucault. Marie-Vonne Caillot, comment on peut analyser ce déficit de fraternité? Comment on en est arrivé là? Comment ça vient, ce déficit? C'est difficile de dire, il y a certainement de multiples causes, mais j'étais sensible à ce que vient de dire Jean-Baptiste. C'est combien quand on est très enfoncé dans les difficultés multiples, et puis que ces difficultés deviennent durables, et puis cette pauvreté vous enferme, vous entraîne dans une sorte de non-vie, et qui petit à petit, ça vous coupe, ça vous entraîne en dehors du monde des autres. Et on a appelé ça l'exclusion sociale. D'ailleurs, on a donné un nom à ce phénomène.
Et finalement, les personnes arrivent à penser d'elles-mêmes qu'elles sont bonnes à rien, qu'elles ne valent rien. Et elles ont l'impression que c'est ce qu'on leur dit. Et petit à petit aussi dans la société, on se dit mais comment que ça se fait que ces gens s'en sortent pas? Et une sorte de fossé se creuse entre le monde de tout le monde et puis le monde des pauvres et puis des très pauvres. Et on s'enfonce dedans et on s'enferme. On s'enferme dedans. Et petit à petit, les relations avec les autres se coupent. On n'a plus des relations qu'avec des très proches, ses voisins, les gens qui nous ressemblent. Et petit à petit, ben voilà. Mais ça, c'est des choses qui ont toujours existé. Je mets un peu les pieds dans le plat. Oui, Est-ce que, Athanase, répondez-moi simplement, est-ce que la fraternité est naturelle pour l'homme? Alors, le mot fraternité, il est compliqué en réalité. D'abord, c'est un mot passe-partout. C'est vrai que fraternité dans la famille, mon frère, fraternité dans l'église, fraternité dans les loges maçonniques, ça passe un peu partout. C'est un mot assez neutre. Et pourtant, quand on essaye d'en donner la définition, je me souviens, Jean-Pierre Raffarin, quand il était Premier ministre, avait décrété comme grande cause nationale la fraternité. Et les journalistes qui interviewaient, en fait, avaient des difficultés à comprendre ce qu'était la fraternité. Et oui, c'est difficilement compréhensible. Il n'y a pas de définition, en fait, parce que la fraternité, elle est polymorphe. On peut, en fait, la vivre, chacun la vit différemment. Elle a quelques points communs qui sont pour moi importants, c'est dire, c'est le contraire du nombrilisme. Je ne peux pas être fraternel avec moi-même, c'est-à-dire que si je suis centré sur moi-même et individualiste, je n'aurai pas de fraternité. La fraternité veut dire que je suis ouvert sur l'autre. Première chose. La fraternité, c'est aussi de dire, je suis ouvert dans la bienveillance. C'est une relation qui n'est pas hiérarchique. Et une parenthèse, mais souvent la solidarité, qui est une expression de la fraternité, est dans une dimension hiérarchique. Il y a les aidants et les aidés. Moi, je suis quelqu'un qui rend service, je suis un gars bien, puis en plus je la ramène, si on voit, c'est très bien. Non, c'est insupportable. La fraternité, elle demande en fait qu'on respecte l'autre. Et une solidarité hiérarchique, en fait, elle fait quoi? Elle stigmatise les personnes âgées, les personnes handicapées, les pauvres, les chômeurs, les immigrés, les femmes seules. Elle est insupportable. Si on ne revisite pas ce mot fraternité, solidarité avec une dimension de réciprocité, d'égal à égal, et c'est ce que j'aime chez le voisinage. Dans le voisinage, mon voisin, il a beau être PDG ou gardien d'immeuble, c'est mon voisin. Et qu'on ait une relation d'égal à égal. Et on parlait tout à l'heure, en fait, de notre devise républicaine. Monseigneur Dichin, vous le disiez, ils étaient assez malins, les révolutionnaires de 1789, quand ils ont écrit la devise de la République. Ils ont mis le mot fraternité en dernier. Mais oui, liberté, égalité, fraternité, c'est celui qu'on cite le moins, parce qu'on s'arrête sur la liberté, sur l'égalité. Et quand on analyse les choses, on dit liberté, égalité, on est dans la revendication. Je revendique la liberté, je revendique l'égalité. La fraternité, on ne revendique pas, on donne. Et on est dans un domaine, et ça répond à la question, Adrien, que vous posiez, qui est de dire pourquoi c'est difficile la fraternité aujourd'hui? Parce que la fraternité nécessite une relation à l'autre, et qu'on est dans une société où il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle. Pas que chez les chômeurs, pas que chez les pauvres, pas que chez les SDF, chez tout le monde. Pas besoin d'être sociologue pour voir que les relations sont difficiles dans nos couples, entre parents-enfants, entre professeurs-élèves, entre collègues du bureau, entre voisins. Et c'est ce qui m'interpelle, c'est de dire, mais pourquoi aujourd'hui la relation à l'autre, elle est aussi compliquée? Peut-être parce que, en fait, on est formaté à être un peu consommateur et spectateur, ça veut dire qu'effectivement, on est là, on est un peu passif, que la défiance, pour moi, est un frein à la fraternité. Aujourd'hui, vouloir créer de la relation, tenez, prenez l'exemple, je vais voir une personne âgée qui sort du supermarché lourdement chargée, que je vais dire, madame, je suis un voisin solidaire, je vais vous aider à porter vos courses. Je ne suis pas certain qu'elle ne se dise pas, il veut me piquer mon sac à main. Je vais chercher mes enfants à l'école, je prends une amie de ma petite fille dans les bras en disant, t'es Mimi, t'es une vraie princesse. On dirait, il ne serait pas un peu pédophile, Athanase? Je vais voir ma voisine charmante du 4e en disant, je suis le nouveau voisin, si vous avez besoin de moi, faites-moi signe. Elle va dire, il est en train de me brancher, puis il a une tête de pervers, celui-là. Et qu'en réalité, ce qui devrait être naturel, la fraternité, la relation à l'autre, devient suspect. On se dit, mais c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'il veut m'aider, lui? Mais c'est pas naturel. Voilà, donc il y a un moment où il faut remettre les choses à l'endroit. Est-ce qu'on peut le dire que c'est pas naturel? Oui, c'est pas naturel. Et pourquoi, quand on lit la Bible, dès les premières pages, le rêve de la fraternité universelle, il est cassé? Un frère tue son frère. Un frère tue son frère. Et pourtant, heureusement... Et dans la définition de la fraternité, c'est quand même c'est la parenté entre frères et sœurs. Adrien, vous avez raison. Et heureusement qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. On ne se tue pas entre frères et sœurs, entre frères et frères. Mais on a cette difficulté. Et la fraternité... En fait, c'est quoi, si on devait résumer, ce qui me sort du cœur, des tripes, la fraternité, c'est quoi? C'est l'ouverture à l'autre, c'est la générosité, c'est avoir envie de tendre la main, c'est de partager, d'aimer, d'être aimé. Osons ce mot grossier qu'on n'ose plus dire, mais bien sûr, c'est d'aimer, d'être aimé et de se sentir utile. Et quand vous parliez tous les deux, en fait, de ces gens, ces chômeurs, ces gens pauvres qui se sentent exclus et qui peuvent difficilement entrer en relation, c'est parce qu'en fait, notre modèle social aujourd'hui, il valorise quoi? Il valorise des gens qui sont jeunes, beaux, riches et qu'on passe notre temps à vouloir paraître plus jeunes, plus beaux, plus riches, plus forts et plus intelligents que la réalité. Et que si, effectivement, le modèle de relation se construit sur l'apparence,
Et bien sûr qu'on a tous envie de paraître. Moi, le premier, on est passé au maquillage, on a envie de paraître. Hein. On ne va pas arriver en disant « moi, ça ne va pas, ma femme trouve que je suis nul, mes enfants ne me supportent plus et mon patron m'a viré ». Non. Donc, on est bien sûr dans une logique aujourd'hui où on a envie de paraître. Simplement, c'est ça le problème. C'est que quand on passe son temps à envie de paraître, on n'est plus en vérité et qu'on ne peut pas construire une relation qui ne soit pas en vérité. Donc, on va finir par faire en fait des schizophrènes des Français. Il faut qu'on arrête de vouloir leur faire paraître ce qu'ils ne sont pas. Qu'on soit ce qu'on est, le pauvre peut m'apprendre beaucoup. Quand je ramasse ma petite grand-mère de palier et que je la remets dans son lit quand ça sonne chez moi le soir, d'abord ça me fait du bien. Je me dis je me sens utile. Et puis elle me rend autant service. On n'a pas de télé, on va voir la télé chez elle. Mes enfants, quand je suis au bureau, vont chez elle. On va montrer, et ça qui est intéressant, chacun de la valeur, chacun peut être utile à l'autre. La fraternité, c'est ça, c'est de porter un regard bienveillant et de mettre l'autre en situation d'être valorisé et d'être valorisant. Martin, vous l'auriez pris dans vos colocations avec les... Je peux les dire SDF, je peux dire qu'on aimerait beaucoup vivre cet esprit-là. Et que Athanas vient de décrire ce qu'on aimerait vivre. Voilà. C'est pas forcément toujours le point de départ, mais on aimerait que ça soit un point d'arrivée, ou en tout cas que ça soit ça le chemin. Comment ça se passe d'apprendre à vivre ces relations-là sur le temps? Comment vous voyez l'évolution des uns et des autres? C'est très variable, il n'y a pas de schéma tout fait. Je crois Athanas a cité le mot de réciprocité. Comment on s'enrichit du contact de l'autre? Mais je crois que c'est ça, le cœur de ce qu'on aimerait vivre et de ce qu'on essaie de vivre, c'est bien cette question de réciprocité. Parce qu'effectivement, sinon on est toujours sur des rapports qui créent des distances ou qui nous valorisent bien plus que ce qu'on mérite. Je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement d'apprendre à entrer dans une relation fraternelle, c'est-à-dire une relation, comme ça a été dit, d'égal à égal, où on a absolument tout autant à donner qu'à recevoir. Et ça, on le vit, c'est assez intéressant de le vivre au quotidien, parce que quand on vit ensemble dans un appartement, évidemment que le meilleur cuisinier, c'est pas forcément celui qui a la meilleure situation sociale, le plus drôle non plus, celui qui bricole le mieux non plus, celui qui est le plus présent, le plus attentionné dans l'accueil. C'est pas toujours celui qu'on avait imaginé. Et c'est effectivement cette question fondamentale. Comment est-ce qu'on crée des cadres qui permettent à chacun de donner le meilleur de lui-même, de progresser, de donner ses talents? Moi, je suis assez marqué par deux exemples que j'ai en tête. Le premier, c'est qu'on organise le dimanche un repas dans une paroisse au Blanc-Manteau à Paris, et qui est ouvert donc à tout le monde, et notamment à des personnes sans domicile fixe. Et on a commencé bien laborieusement, un peu inquiet, on se demandait bien comment on allait faire la cuisine, et très vite, ce sont des personnes sans domicile fixe qui ont pris les choses en main. Très vite, on a vu arriver des personnes qui donc acceptent de cuisiner tous les dimanches pour les autres, et avec un talent qu'on n'avait pas, très clairement. Donc on se serait sans doute cassé la figure très vite si on n'avait que compté que sur nous-mêmes, mais par la force des choses, naturellement, des personnes ont pris des responsabilités et ont fait des choses absolument super. Et c'est vraiment chouette et édifiant de voir des gens aussi fidèles dans leur engagement. Aujourd'hui, les plus engagés, les plus fidèles dans leur service, ce sont des personnes qui étaient sans domicile fixe. Et puis un deuxième exemple qui me vient en tête, c'est qu'on était aussi à quelques-uns à Lourdes cet été, et un petit groupe avait souhaité être au service des malades. Et là aussi, je trouve ça édifiant de voir à quel point des personnes qui sont marquées, qui ont encore des difficultés importantes à régler, les soucis qui ne sont pas complètement oubliés, parce qu'on sait que quand on rentrera, on va avoir ces problèmes de logement. Et pourtant, des personnes d'une telle attention avec les malades que vraiment, j'ai pris une belle leçon. Et voilà ce que j'aime, cet échange de réciprocité où on est parfois bon dans un domaine et moins bon dans un autre. Et c'est ça, une forme de partage. Alors, un talent qu'on découvre chez l'autre, évidemment. Il y a aussi, chez soi, quand on donne, un réservoir, un potentiel énorme qu'on ne soupçonne même pas parfois, pour donner, pour s'investir. Est-ce que c'est ce qui peut se passer, Jean-Baptiste de Foucauld, avec des bénévoles qui s'engagent pour suivre une personne sans emploi? Oui, alors je crois que dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on découvre des choses auxquelles on ne pensait pas. C'est à chaque fois... C'est un message à faire passer, c'est que tout le monde est concerné. On peut tous donner finalement, alors qu'on pense qu'on n'a pas forcément de talent ou de choses à donner. C'est-à-dire appliqué au cas du chômage, encore une fois, qui est souvent considéré comme un phénomène extérieur à nous-mêmes. Le simple fait ça c'est une chose qu'on a découvert progressivement, de se mettre en position de rencontre et d'écoute, de donner un espace de parole à quelqu'un qui n'a pas d'espace de parole pour parler de son chômage de manière désintéressée, c'est un apport considérable à la personne. Voilà. Et donc ça, si au moins cette soirée peut servir à quelque chose, quand vous avez des personnes au chômage autour de vous, écoutez-les, laissez-leur parler de leur chômage, de leurs difficultés. Mettez-vous à deux pour discuter avec lui, réfléchir. Rien que ça, je vous assure, ça fait circuler de la souffrance, ça la remet en circulation, ça la fait partager, et c'est assez efficace, je dirais, de manière simple. Et voilà, il y a toute une dimension qui ne peut pas être traitée par les services publics, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont normés, ils ont des critères d'efficacité. Mais le fait de prendre une heure ou deux
avec une personne pour vraiment parler avec elle de son chômage, c'est vraiment important. On découvre pas mal de choses à cette occasion, à quel point le chômage crée une solitude vraiment forte, un doute de soi, une perte de repères qui ne sont pas très visibles, mais qui, dès qu'on creuse un peu, une espèce de déprime, de dépression, qui est vraiment importante. Il y a une pathologie du chômage dont la société n'est pas consciente, et du coup, la société préfère juger plutôt qu'aider. Et les gens se sentent discriminés alors qu'ils ont besoin qu'une main se tende et pas qu'un regard les juge. Voilà le problème de fond. C'est qu'il faut sortir du regard qui juge pour tendre la main et tendre l'oreille. Et à ce moment-là, des tas de choses se passent. Et donc, on peut en fait faire plus que ce qu'on pense. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur le système économique. C'est le message de la soirée. Oui, c'est le message de la soirée. Voilà. On peut faire plus qu'on pense, notamment sur un sujet auquel on aurait tendance à croire que c'est le problème du capitalisme, le problème du marché, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'intéresser à ce problème-là aussi, parce que on avait le débat tout à l'heure. Est-ce que c'était comme ça avant ou pas? Mais je pense quand même que toute notre société fonctionne sur une certaine idée de progrès activée par la concurrence, qui implique que le plus efficace élimine le moins efficace. Et avec une logique que chacun doit conquérir son autonomie. Son autonomie par gagner sa vie, et si possible, gagner bien sa vie. Donc on a quand même tout un système qui a créé une espèce de développement économique sur l'idée d'un progrès matériel axé sur l'autonomie individuelle. Donc ça crée un certain type de lien qui est très conditionné par l'efficacité. Les gens qui sont dans l'efficacité, ils ont du lien, ils ont du choix. Les gens qui ne sont pas dans l'efficacité pour une raison ou pour une autre, les liens ne sont plus les mêmes. Alors, il peut y avoir d'autres liens qui se forment de révolte, de résistance. Mais on est dans une société qui met le bien au-dessus du lien, alors qu'il faudrait mettre le lien au moins au niveau, et si possible, au-dessus du bien. Du bien au sens du bien matériel, c'est pas du bien au sens métaphysique. Comment est-ce que vous pouvez raccrocher votre réflexion, qui est très fine sur ces points, dans une perspective chrétienne? Écoutez, je suis un peu surpris de la question, à vrai dire. C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait dire. Il me semble que c'est un début de réponse. Le fait d'avoir une éducation chrétienne et de se référer au christianisme, ça vous met quand même en position de dire que l'amour du prochain, c'est la même chose que l'amour de Dieu. C'est Matthieu 25. Hein, quand nous as-tu aidés, mais voilà, quand on a regardé les plus faibles, c'est le plus faible, la personne en difficulté est une image de Dieu dans le christianisme quand même. Donc l'idée de l'amour du prochain est quand même le fondement du christianisme. C'est quand même sa caractéristique particulière. Donc toute la question, c'est dans les différentes situations historiques de voir comment ceci va s'exprimer. Et s'exprimer d'une manière qui ne soit pas impérialiste, qui soit respectueuse, qui ne soit pas moralisante ou culpabilisante, mais qui soit vraiment une vraie attention à l'autre comme une personne unique, voilà, qui enrichit la totalité du monde par son unicité, mais qui doit être mis en position de pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Est-ce qu'on peut dire, Marie-Vonne Caillot, vous allez nous répondre, est-ce qu'on peut dire qu'un chrétien a une exigence supérieure, pour ne pas dire une obligation, de fraternité? Je pense que le service du frère, la fraternité, fait partie intégrante de la foi. C'est pas ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Oui, en soi, on n'a pas besoin de Dieu pour être frère. Non. Mais il y a quand même cette exigence. Mais en tous les cas, ceux qui ont choisi, ceux qui se sont mis à la suite de Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas d'autre chemin que de créer les liens fraternels avec tout le monde. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Athanas, que je trouve assez séduisant, finalement. Créer des liens fraternels avec mon voisin, c'est la première chose qu'on a à faire. Mais réfléchissons un peu à notre société qui se construit, où de plus en plus mon voisin va être celui qui me ressemble. Et où on a de plus en plus de mal à vivre avec des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous. Donc on s'enferme dans des sortes de ghettos. Et comment casser ça? Sachant qu'il y a des gens qui sont tellement enfoncés dans
dans la souffrance de la pauvreté, qui ont tellement intégré que dans notre monde, ils ne valaient rien, on n'attendait rien d'eux, donc qui se mettent eux aussi petit à petit, qui développent des comportements d'exclusion. Comment faire pour aller, que eux aussi fassent partie de la fraternité? Je pense qu'il n'y a qu'un chemin, il n'y en a qu'un, c'est de décider d'aller vers eux. De décider de faire tomber ces murs qui nous séparent les uns des autres. Parce que je pense que les pauvres, les très pauvres, qui sont très enfoncés dans la misère, disons-le, ils ont besoin de nous pour se libérer. Mais de même, si nous, on veut vivre tous les idéaux qui nous habitent, nous avons des besoins aussi des pauvres pour vivre vraiment pleinement tous ces grands idéaux qui nous habitent. Mais je pense que le premier pas à faire, c'est de décider d'aller vers celui vers qui je n'ai pas envie d'aller. Parce que ne nous faisons pas d'illusions, la pauvreté fait peur. La pauvreté nous enferme tous dans la peur. Elle enferme les pauvres dans la peur. Mais elle nous enferme, nous aussi, dans la peur. Voilà. Parce que... La peur serait un des blocages à la fraternité? Absolument, je pense, oui. La différence de l'autre, en fait. Parce que le pauvre, quand on parle de solitude, d'isolement, de pauvreté, il faut être très clair, on peut être seul à 95 ans, on le voit chez des personnes très âgées, on peut être seul à 25 ans en gagnant 5 000 euros par mois, on peut être seul dans son couple, entouré par des amis. Et quand je pense à relation, c'est entrer en relation avec des gens qui sont plus ou moins différents. Je me souviens d'une anecdote, quand je me suis installé dans mon immeuble il y a 20 ans, je suis allé frapper aux portes des voisins, et puis au premier étage, Suzanne Charbonnier met 4-5 minutes à ouvrir la porte, 99 ans, elle a sur sa petite canne, elle était claquemurante, quoi. Elle tenait à peine debout. Je rentre chez elle, c'était un taudis, il y avait des pelotes de laine depuis 20 ans, des journaux gratuits depuis 10 ans, des cafards dans la cuisine. Et je me souviens, c'était un vendredi soir, je lui ai dit, vous inquiétez pas, Madame Charbonnier, ce soir j'appelle mes copains chefs scouts, samedi on lessive, dimanche on repeint, lundi c'est nickel chez vous. Et vous savez ce qu'elle a fait, Suzanne Charbonnier? Elle s'est redressée avec une force et boum, un coup de canne sur ma tête, j'ai eu une bosse d'1 centimètre. Et elle m'a dit, sortez de chez moi, monsieur. Et j'ai mis 6 mois avant de revenir chez elle. La fraternité, on prend des risques. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, elle est gentille, Madame Charbonnier, je lui propose de lui refaire son appartement à l'œil, et je repars avec une bosse comme ça. Ça avait beaucoup fait rire ma femme, qui, comme toutes nos femmes, sont sages. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, dans la fraternité, pourquoi il y a un problème de fraternité, de relation avec les gens? Parce qu'on nous a tous formatés à être efficaces, vous l'avez dit, Jean-Baptiste, à être productif, à être rapide, et qu'en fait, en réalité, dans la relation, c'est tout le contraire. Et ça m'a rappelé, ma femme m'a sorti ce soir-là, Le Petit Prince Saint-Exupéry, elle m'a ouvert les pages, le renard et le Petit Prince. Tu t'approcheras petit à petit de moi, tu vas m'apprivoiser. Et que la fraternité, elle demande du temps. Elle demande du temps pour apprivoiser l'autre. En fait, c'est ça la difficulté. Mais comme on va très vite, et donc la fraternité, elle s'exprime avec les pauvres. Mais j'ai vu des communautés de pauvres où les pauvres étaient beaucoup plus fraternels que ce que je ne peux être. Donc attention de ne pas non plus en fait rentrer dans une logique en disant voilà, tout le monde peut être fraternel et tout le monde a des problèmes. Hein, voilà, je pense qu'on est tous. Sinon, Jésus ne serait pas venu. S'il y en avait qui allaient bien et d'autres qui allaient pas bien. Vous avez peut-être des témoignages comme ça aussi dans une maison où on vit avec des personnes sans domicile fixe. C'est pas si simple la fraternité. Il y en a qui refusent. Comment vous avez fait pour être accepté par ces gens qui étaient sans domicile? Il n'y a rien de gagné d'avance. Je crois que moi, je vis ça comme une aventure. C'est-à-dire, non pas comme quelque chose, encore une fois, qu'on sait faire. Ou que. Non, je crois que c'est juste apprendre. Il y a eu des échecs, il y a eu des déceptions, il y a eu des personnes que vous... Ça dépend ce qu'on appelle échec. Il y a sans cesse, on bute sur nos propres limites. Oui, bien sûr. Sans cesse, on est confronté aussi à nos égoïsmes. Il ne suffit pas de se mettre ensemble dans le même appartement pour tout d'un coup avoir un cœur grand comme ça et être ouvert à tout le monde et être toujours dans la bienveillance. C'est pas ce qu'on vit. On vit des très beaux moments, on vit des moments de fête, on vit des moments de rencontres, de découverte, d'ouverture, avec des personnes qui, encore une fois, ont des âges différents, des cultures différentes, des parcours incroyablement différents. Et en même temps, on se confronte parfois à vraiment nos rigidités dans les caractères, à des vraies différences, à des vraies incompréhensions qui sont parfois surmontées par le pardon, qui sont parfois latentes et qui demeurent jusqu'à ce qu'on arrive à ce que ça explose, que ça... Voilà, mais encore une fois, c'est un chemin, c'est un apprentissage. La fraternité, en fait, c'est une aventure humaine. Et toute aventure humaine, on prend des risques.
parce qu'on s'attache à l'autre, bien sûr. Et c'est là où on peut être déçu parfois, déçu par soi-même, déçu par l'autre. Et qu'en fait, en réalité, il faut le vivre généreusement. Je pense que comme toute relation. Donc la fraternité, elle est au fond de nous. C'est ce qu'il y a de meilleur en nous, en fait, la fraternité. Et puis on a aussi en nous des petites choses qui sont un peu moins bonnes, quoi. Moi, le premier, j'ai en moi un peu d'égoïsme, d'individualisme, d'envie de séduire, de goût du pouvoir, comme tout le monde. Et la fraternité, pour moi, c'est l'idée de dire, on va vivre ensemble quelque chose. Quand je parlais tout à l'heure de dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres? Et c'est-à-dire que dans cette aventure communautaire qui va nous rassembler, quelle que soit notre communauté. Moi, c'est la communauté du voisinage, parce que j'appartiens au même territoire, je fais partie de la même tribu que mes voisins, et qu'en fait, en réalité, on va partager avec eux, mais dire, à partir du moment où j'ai envie de partager, je vais essayer de donner, je vais tasser un peu ce que j'ai de moins bon en moi pour donner ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que je trouve que la société aujourd'hui, elle ne nous tire pas toujours vers le haut. Hein, on pourrait me dire plutôt parfois qu'elle me tire vers le bas. Et qu'en réalité, notre foi chrétienne, elle est aussi là. On se demandait, Adrien, vous posiez la question de savoir, est-ce que la foi chrétienne, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va être fraternel et qu'on va être parfait? Non. Mais c'est vrai que la foi, d'abord l'amour de Dieu, va nous tirer vers le haut. Et si je suis pas très fraternel parce qu'il m'arrive d'être égoïste, individualiste et de penser qu'à moi, je vais me relever, je vais dire c'est pas grave et je continue. Et je trouve que c'est ce qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, on a quelque chose qui nous porte, qui nous aide à aller vers l'autre. Et c'est la différence avec le chrétien. Je me dis, ceux qui n'ont pas la foi peuvent être très fraternels, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui nous aide, en fait. C'est un appui. Hein, voilà, tu porteras ta croix et la croix, elle te portera aussi. Vous pourriez dire, Jean-Baptiste de Foucault, que c'est votre foi qui vous a aidé à toujours aller plus loin, à accomplir, aujourd'hui à développer le pacte civique. Est-ce que... Je me méfie de ces grandes déclarations. Je crois que... non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire une relation entre fraternité et relation d'aide. Vous avez dit la fraternité, c'est l'égalité, et la réciprocité. C'est l'idéal, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et lorsqu'on est dans une relation d'aide qui vise à une certaine fraternité, il faut faire attention à soi-même. Il faut avoir une conscience de soi, des projections que l'on fait sur autrui. On pense que ce qui vous ferait du bien à vous va faire du bien à autrui, mais ce n'est pas nécessairement ça qui arrive. Madame Carbonnier n'a pas du tout envie de ranger son Non, vous l'avez jamais repeint, son appart. Donc, je l'ai repeint, je suis revenu après chez elle, et puis on est devenus amis. Bon. Et elle s'est excusée de la bosse que j'avais, parce qu'elle a duré longtemps, cette bosse. Hein, je pense quand même qu'il y a un travail à faire pour non pas professionnaliser la fraternité, mais avoir une lucidité dans la recherche de fraternité et de l'amour du prochain. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas assez de relation entre les sciences sociales et la réflexion spirituelle. Les sciences sociales nous apprennent énormément de choses sur le besoin de reconnaissance, sur la capacité à être capable de parler à autrui, d'écouter, d'échanger, de travailler en commun sur des finalités, sur des buts, qu'on devrait beaucoup plus intégrer dans la réflexion spirituelle. Et ce que je vois à Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est que ce qui nous aide beaucoup dans la relation d'aide, c'est le fait d'être deux et pas seul. Donc, ce qui permet qu'il y en ait un qui contrôle l'autre, qui dise « Attends, tu as quand même été un peu fort là pour dire... » Donc, il y en a un qui est un peu plus prescriptif, l'autre qui est un peu plus dans l'écoute et dans la compréhension. Or, il n'y a pas de vérité à l'avance. Est-ce qu'il faut être plutôt prescriptif ou est-ce qu'il faut être plutôt permissif? C'est un chemin de crête très délicat. Et le fait d'être à deux et ensuite d'en référer devant un groupe, d'avoir une espèce de mécanisme qui permet un contrôle, une régulation, c'est très important. Je pense que la relation d'aide... Vous êtes en groupe, à chaque fois, vous n'êtes jamais seul. Là, c'est des logements, ça, c'est voilà, et je crois que c'est important. Vous touchez un point important. Mais il y a besoin d'une conscience de soi pour avoir une meilleure conscience de l'autre. Ça, c'est très important, ça. Professionnaliser la fraternité, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est pas le début de la fin? Est-ce que institutionnaliser la fraternité, c'est pas à ce moment-là qu'elle perd sa vraie valeur, sa vraie raison d'être? Il faut trouver l'intelligence du cœur, toujours. Voilà. Le cœur ne suffit pas, l'intelligence ne suffit pas. C'est la liaison des deux qui fonctionne. Et l'intelligence suppose un peu de connaissance et un peu de travail quand même. Voilà. Et il faut susciter, inciter, bien évidemment. Ceux qui nous écoutent et ceux qui sont présents vont se dire, tiens, c'est bien, mais si ce soir, ils disent, on a écouté une conférence intéressante et qu'on passe pas à l'action, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de dire, oui, bien sûr qu'en fait, et même dans le domaine des solidarités spontanées, là, on pourrait dire que c'est spontané, tiens, je vais aider mon voisin ou un autre, ça se travaille. Bien sûr qu'il faut penser les choses. Hein, on met bien en place des stratégies pour vendre plus de voitures, pour vendre des ordinateurs. Il faut mettre en place en France des stratégies pour faciliter la relation et développer ces solidarités de proximité, bien évidemment. Je prends un exemple très court. Je suis allé voir un jour le président de la Poste, je l'ai attrapé dans un couloir. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, chaque fois que je vais le samedi matin avec mon petit papier jaune pour aller chercher mon recommandé, parce que j'étais pas là quand le facteur est passé,
c'est pénible. Vous avez beau avoir fait des efforts, on fait moins la queue, mais c'est très pénible. Vous, ça vous coûte de l'argent, c'est pas bon en termes d'image. Je vous propose de créer la procuration de proximité. Mon voisin, quand le facteur sonne chez moi que je ne suis pas là, je lui donne mes procurations à mon voisin, et chez lui, mon voisin va recevoir mon recommandé. La Poste m'envoie un petit SMS, et le soir, quand je rentre, je vais chez mon voisin pour me recommander. Si on analyse très vite ce dispositif voisin solidaire, il va montrer une chose intéressante. C'est que d'abord que les gens vont rentrer dans ce dispositif, pas par générosité, tout le monde n'est pas généreux comme vous pouvez l'être. Il y a des gens qui vont rentrer par intérêt. J'ai intérêt à donner 2-3 procurations à mes voisins, ça m'évite le samedi matin de me lever pour aller à la Poste. Et la deuxième chose, qui va prendre mon recommandé ? C'est pas vous, parce que vous êtes tout le temps en train de courir, vous avez vos occupations. C'est le chômeur qui tourne en rond tout seul, qui se sent inutile. C'est la personne handicapée qui reste chez elle toute la journée. C'est la personne âgée. Et c'est elle qui me rend service. Et on change le paradigme. Et ça qui est intéressant. Il faut mettre les gens en situation de montrer qu'ils ont de la valeur. On peut être jeune, riche, vieux, pauvre, peu importe. Chacun a de la valeur, chacun peut être utile à l'autre. Et le jour où le chômeur ou la personne handicapée m'a pris mon recommandé, je vais lui dire d'abord merci. La deuxième fois, je vais lui dire venez prendre un verre. La troisième fois, je vais lui dire est-ce que je peux vous aider ? Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, en réalité, quand on est généreux, et on est tous généreux ici, on peut écraser parfois l'autre. Et la fraternité, elle demande en fait cette douceur d'âme d'être en communion avec la souffrance de l'autre. Parce que bien évidemment, on a envie de faire du bien, mais parfois on fait des dégâts énormes. Voilà, donc c'est pas simple et c'est pas compliqué non plus. Hein. Voilà, c'est au fond de nous. Simple. C'est un apprentissage. C'est pas simple, c'est pas compliqué. Il faut être professionnalisé. Je peux rajouter un mot. Oui, Marie-Maud. Il me semble qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et qui pourtant est central dans tout ça, c'est le mot de justice. Comment est-ce qu'on peut vivre la fraternité s'il n'y a pas suffisamment de justice entre nous, s'il y a des gens qui continuent à vivre dans des logements absolument indignes, sans revenus suffisants, dans des quartiers où ils ont peur, etc. Il me semble que, et c'est là que je rejoins complètement Jean-Baptiste, on ne peut pas aussi parler de fraternité simplement. C'est très important, les relations individuelles, évidemment. C'est le fondement de tout. Tout commence par là. Mais on est obligé aussi d'aller jusqu'à regarder l'organisation de notre pays, le fonctionnement politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fraternité tant qu'il n'y aura pas de dignité. Chacun n'aura pas finalement des possibilités de vie digne et d'avenir et de relations, de pouvoir pour les enfants, de pouvoir apprendre à l'école. Voilà. Il me semble que le mot de justice est aussi fondamental. Oui, ça j'aimerais dire quelques mots sur ce point, parce que c'est quand même paradoxal que la fraternité, c'est un principe de la République, et là on fait une soirée sur la fécondité de la notion. Ça prouve qu'il y a quand même un décalage entre les principes que nous affirmons et la réalité de ce que nous vivons. Et donc, je crois que c'est très important d'avoir une politique de la fraternité. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le pacte civique, au fond, puisque, au fond, nous avons défini un programme pour réagir à cette espèce de blocage social dans lequel nous sommes. Et, à notre avis, il faut, pour lever ces blocages, développer l'esprit de fraternité, mais en liaison avec d'autres valeurs. Ça, je crois que c'est important. La fraternité, ça ne se vit pas tout seul. Il faut que ça soit lié à la créativité, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de triste, d'obligatoire, de pénible, ça doit être créatif. Il faut que ça soit lié à une certaine forme de sobriété. L'excès de richesse, l'excès de nuit à la fraternité, et il faut effectivement que ça soit un élément de la justice, et lié à un souci de justice. Et à partir de ça, je pense que, enfin nous en tout cas dans ce projet de pacte civique, nous avons essayé de construire des engagements pour dire que nous devions nous comporter plus fraternellement dans notre vie quotidienne, mais les organisations doivent aussi changer. Elles sont devenues un peu quand même déshumanisées. Elles sont tellement portées vers l'efficacité que finalement le souci de l'autre, le souci de l'humain disparaît. Et puis il faut que les institutions aussi fonctionnent pour assurer mieux la justice, le partage des richesses, la place de chacun dans la société. Et ça implique une triple transformation à 3 niveaux en même temps. Et ça, c'est assez nouveau, parce que se changer soi-même, comme disait Gandhi, soyons le changement que nous voulons, faire changer les organisations et changer les institutions et les politiques publiques pour qu'elles génèrent plus de justice et un vrai développement,
ça ne va pas. C'est difficile d'articuler ces trois niveaux. Il y a les spécialistes de la politique, il y a les spécialistes du développement personnel, mais comment articuler les trois? C'est ça que nous tentons. Qu'est-ce que vous dites à un téléspectateur qui se dit, allez, demain, je vais essayer de développer tout ce que j'ai entendu ce soir, ça me motive pour m'engager dans un service de fraternité. Il faut que j'aille dans une association, il faut que j'aille frapper à la porte de mon voisin, il faut que je m'inscrive dans une institution comme celle que vous représentez. Oui, je pense que l'engagement associatif, c'est quelque chose d'important. Nous, finalement, dans ce pacte civique, nous avons 7 engagements qui sont au fond Deux mots sur le pacte des civique. engagements de la fraternité. D'abord, la fraternité, ça se construit, se donner régulièrement des temps de pause pour réfléchir au sens de son action et à l'équilibre de ses responsabilités. Engagement numéro 1. Engagement numéro 2, participer de manière constructive au débat public, prendre part au vote. Il y a une façon fraternelle de parler et une façon destructive de parler. Assumer ses obligations de contribuable. Vaste sujet. Consacrer du temps et de l'argent à des engagements d'intérêt collectif, de solidarité ou syndicaux. Et les derniers, aller à la rencontre de l'autre, quelle que soit sa différence, pour construire un vivre ensemble. Reconnaître le droit à la parole de chacune et de chacun et favoriser l'expression individuelle ou collective de ceux qui ont le plus de difficultés à s'exprimer ou à se faire comprendre. C'est sa fraternité, c'est la voix des sans-voix. Et puis lutter contre les gaspillages et adopter des modes de vie plus équilibrés. Ça, ce sont les 7 individuels. Je vous fais grâce des autres pour ce soir. Martin Joutet, dans vos logements en colocation avec les sans domicile fixe, est-ce que vous avez senti que vous étiez justement aidé par ces institutions? Est-ce que tout ce qui était pouvoir public, vous avez senti que ça pouvait être un frein pour vous? Au contraire, là, ils avaient leur rôle à jouer, et là, la fraternité prenait tout son sens aussi en tant que devise. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait rien pu faire tout seul et qu'on a été beaucoup aidé. Et donc, mais à vrai dire, la première aide qu'on a reçue, c'est celle de l'Église. C'est celle des évêques, des prêtres qu'on connaissait, de communautés religieuses qui ont accepté de mettre à disposition des locaux. C'est vrai que parfois, les communautés religieuses évoluent et peuvent avoir de la place disponible. Et bien souvent, on a eu un contact avec elles et elles nous ont proposé des espaces pour pouvoir créer de nouveaux appartements. Donc, j'avoue que je leur rends hommage parce que il y a cet engagement peut-être moins visible, mais qui est bien réel et depuis bien longtemps que les communautés religieuses sont engagées au service des personnes en difficulté. Et puis, au-delà de l'Église, il y a effectivement une complémentarité naturelle avec les pouvoirs publics, ce qui n'est pas si simple. Mais je crois vraiment que l'idée n'est pas du tout d'opposer un engagement spontané, léger, avec l'engagement aussi professionnel et sérieux de travailleurs sociaux. Il y a une espèce de compétence qui est indispensable à relier. Enfin, voilà, les besoins peuvent évoluer suivant les personnes, mais il ne faut pas opposer la question de la justice, de l'accès au droit, de l'aide par des professionnels qui sont dans une certaine distance, et avec tout ce qui est plus engagement fraternel et spontané. Voilà, je crois que c'est des questions de complémentarité. On sent la difficulté de ces questions. En tout cas, on sent tout ce qu'il y a derrière. On sent tous les thèmes qui ressortent de là. Je vous propose de donner la parole à Charles Gazeau, délégué épiscopal à la fraternité. Là aussi, Martin, vous avez mis le mot sur l'importance du pouvoir religieux. Un petit mot de conclusion, et puis ensuite on fermera ce plateau entre nous. Voilà, pour conclure, je relève quelques signes qui nous ont été donnés, des signes plutôt négatifs, dans le sens où effectivement on est dans cette difficulté de la relation face à l'égoïsme, face à la peur, mais aussi des signes très positifs où justement on nous invite à créer une réciprocité d'égal à égal, de prendre des risques, comme nous le disait Martin, prendre aussi, sortir du regard qui juge, Jean-Baptiste de Foucault nous l'a rappelé à plusieurs reprises, et puis aussi de se prendre par la main pour pouvoir avancer et faire des choses ensemble. Il y a aussi, pour ce que disait Athanase, de voir des prétextes pour prendre des initiatives, ne pas avoir peur de les prendre. Et si ce soir nous sommes là, ce n'est pas pour bavarder, c'est vraiment pour aller de l'avant et créer des relations nouvelles et vivre un lien nouveau. Donc, je voudrais conclure en vous invitant à vivre ça où vous êtes, dans vos paroisses, dans vos cités, dans votre immeuble, dans votre escalier, dans votre travail, bien entendu, et prendre ces initiatives. Alors, effectivement, il y en a qui se vivent aujourd'hui déjà. Il y en a une sur Paris et qui commence à essaimer dans l'Île-de-France, qui est l'hiver solidaire, où justement il y a cette relation et cette proximité avec les plus démunis et ceux qui vivent dans des situations difficiles dans la rue. Mais il y a aussi, je le sais en France,
Il y a des tables ouvertes que j'aimerais aussi, que nous aimerions au niveau du Vicariat pour la solidarité promouvoir à Paris, où on invite un dimanche une personne en difficulté avec des paroissiens, on partage en toute simplicité, comme le disaient nos invités. Voilà, donc merci à tous, merci de vous engager et de vivre cette fraternité au plus près d'où vous êtes et la vivre surtout ensemble. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je crois que vous avez tout dit, donc c'est parfait. En tout cas, un mot qui ressort de ça, c'est engagez-vous, engagez-vous. Dernier tour de table pour justement proposer au public, aux téléspectateurs de s'engager. Athanas Périfan, prochaine réunion de la fête des voisins. 23 mai prochain. D'ici là, vous pouvez inviter vos voisins. Je voulais simplement vous dire, il y a des gisements de générosité chez les gens. Moi, je suis très enthousiaste et je crois que l'enthousiasme est une maladie contagieuse. Jean-Baptiste, vous l'avez dit, il faut donner envie. Il faut passer d'une logique de devoir, il faut être solidaire, il faut être fraternel, non à une logique de sens et de relation. Et en fait, l'objectif, c'est d'être heureux. Et c'est comme ça qu'on sera heureux, tout simplement. Merci. Martin Choutet, on peut vous retrouver. Un site internet, maisonlazare.com. Voilà. Et puis effectivement, non mais juste, j'ai tellement de témoignages et de rencontres avec d'autres associations qui font des tas de choses discrètement ou de façon plus visible que je crois qu'effectivement, si on veut s'engager, en tout cas, on manque pas de propositions. Ça a été dit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est pas bon d'être seul et c'est pas bon d'être seul quand on s'engage et qu'on veut être solidaire. Je crois qu'il y a 1000 occasions de rejoindre des associations multiples et variées, chacun dans son domaine. Marie-Vonne Caillot, c'est facile de vous retrouver dans vos engagements aussi à TD Carmonde. À TD Carmonde, la Pierre d'Angle, oui. Et moi, j'ai envie de dire simplement, n'ayez pas peur. Voilà, il faut y aller. C'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. On est face à des gens qui font peur. Et puis, une fois qu'on est rentré en relation, on se rend compte qu'on se retrouve j'allais dire d'homme à homme, mais enfin, d'être humain à être humain. Jean-Baptiste de Foucauld, très facile aussi de trouver des informations sur Solidarité Nouvelle face au chômage sur Internet et le pacte civique. Oui, je crois que si l'emploi ne règle pas tout, je pense que le chômage dérègle tout et que nous avons vraiment un effort collectif à faire. Alors ça passe par des engagements individuels. Bien sûr, Solidarité face au chômage et d'autres associations sont là pour vous accueillir. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'une démarche collective aujourd'hui pour remettre en ordre cette société. Et je pense que le pacte civique, sur lequel il y a un site internet, est quand même une démarche qui essaie d'ouvrir une voie vers une société plus humaine. Et si ça intéresse les uns et les autres, eh bien, nous embauchons. À suivre donc. Merci beaucoup à vous quatre. La semaine prochaine, vous retrouvez évidemment les mardis des Bernardins, un thème, l'Europe, quel horizon politique et spirituel. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite une très bonne soirée.